Salut Booktube! Est-ce que tu es prêt pour une discussion un petit peu philosophique? Aujourd'hui, je voudrais qu'on se pose un petit peu tous les deux et que l'on discute trope et notamment la quête initiatique. Et cet archétype narratif qu'on a tous vu des dizaines et des dizaines de fois, parce que c'est vrai que c'est l'un des schémas narratifs qui a été le plus utilisé depuis la nuit des temps. Et du coup, je voulais revenir déjà un petit peu sur son histoire. Mais d'abord, qu'est-ce que j'entends vraiment par quête initiatique? Pour moi, c'est toutes ces histoires qui sont centrées sur ce moment où un personnage va se retrouver plongé dans un voyage vers un objectif presque inatteignable, qui est l'unique objectif du roman et l'unique but de ce personnage, et qui, au cours de ce voyage, va se retrouver confronté à des péripéties, des antagonistes et de nombreuses embûches. Ça fait partie des schémas narratifs qui ont été le plus théorisés parce qu'il est présent depuis les plus anciennes histoires qui ont été écrites, et notamment dès les premiers mythes avec l'exemple évident de l'Odyssée où on suit le voyage d'Ulysse qui doit rentrer à Ithaque, et donc on est vraiment dans ce schéma du personnage, donc Ulysse, qui a un seul objectif presque inatteignable, c'est rentrer à Ithaque, et qui au cours de son périple, va se retrouver dans beaucoup de situations difficiles avec les sirènes, le cyclope, Circé, toutes ces situations et tous ces mythes qu'on connaît bien. Et c'est une des premières descriptions du schéma de la quête initiatique, et on le retrouve après partout, dans tous les contes qu'on a pu voir, dans toutes les histoires qui abreuvent notre enfance finalement. Vous pouvez repenser à beaucoup d'histoires, on retrouve ce schéma, et c'est pour ça qu'il a été théorisé très tôt. En fait, dès la fin du 19e siècle, il y a des linguistes et des critiques littéraires qui se sont penchés un petit peu sur la question. Il s'agit notamment de Vladimir Propp et Algridin Julien Grémas dès la fin du 19e et le début du 20e siècle. Mais celui qui a le plus révolutionné cette vision du schéma narratif et de la quête initiatique, c'est Joseph Campbell en 1940, quand il a développé son idée du monomythe, qui est en fait le mythe et le schéma narratif que pour lui on retrouve dans l'ensemble des histoires, et qui est en fait une seule règle qui peut s'appliquer à l'ensemble des récits qui existaient déjà. Donc il s'est basé sur les travaux de ses prédécesseurs, que j'ai mentionnés juste avant, et aussi sur tout ce qu'il pouvait retrouver dans la littérature. Et il l'a partagé notamment dans son livre assez connu, Le héros aux 1000 visages, en 1940. Ce schéma narratif qui nous propose met en avant aussi plusieurs tropes assez accessoires également, en plus de la quête initiatique, mais c'est vraiment ce paradigme du voyage initiatique, du voyage où le personnage grandit, avec également d'autres choses qui viennent se greffer dessus, qui sont un peu plus marginales, dont je vais parler, mais je ne vais pas me concentrer dessus sur cette vidéo spécifiquement. Il parle également beaucoup du voyage du retour, donc en fait pour lui, le monomythe est défini par un héros lambda qui va découvrir un univers qu'il ne connaît pas et s'aventurer dans un voyage qui va le mener vers un but où il va réussir à remporter une victoire décisive. Puis il revient de cette quête grandi et capable de raconter tout ce qui s'est passé à ses proches et son évolution tout au cours du récit. Il en a défini plusieurs étapes clés, et pour celle-ci nous allons nous concentrer avant tout sur la première partie, parce que c'est vrai que je trouve dans le schéma narratif au global, le côté retour de la quête est beaucoup moins abordé dans les récits, encore à l'heure actuelle, et je sais pas trop d'où il sort cette deuxième partie qui finalement est beaucoup plus accessoire, je trouve, parce que la maturité du héros et le fait qu'il grandisse et qu'il change doit se voir tout au long du récit, tout au long du voyage, et pas que quand il revient. Voilà, je trouve que c'est un peu plus anecdotique, donc je vais vraiment me concentrer sur la première partie pour définir un petit peu les étapes qu'il présentait jusqu'à l'objectif de la quête en fait. Pour Campbell, on part toujours d'un héros lambda, anonyme, totalement ordinaire, donc là on se rapproche aussi un petit peu de la fanboy trope, vous savez, ce dogme qui dit que dans tout roman de fantasy, le fermier entre 15 et 20 ans est toujours promis à une grande destinée. Vous connaissez ce dogme? Voilà, on part vraiment de ce genre de choses. La fanboy trope, c'est évidemment un sous-type de début dans ce type d'histoire, donc voilà, c'est un sous-type, mais c'est pour vous montrer. Donc c'est vraiment le héros, le personnage ordinaire, qui va se retrouver appelé à l'aventure par un phénomène qui le sort totalement de ce qu'il connaît et de sa routine. Ça peut être une personne extérieure, par exemple dans le Hobbit, c'est Gandalf qui vient voir Bilbo. Ça peut également être un drame, par exemple dans Dragon Ball, c'est la mort de son grand-père. C'est d'ailleurs très souvent des drames.
Et donc ce personnage va se retrouver sorti de sa routine, sorti de son univers habituel. Et au début, il doit être un petit peu réticent à ce changement. Mais il va se retrouver propulsé dans un voyage avec une notion vraiment de distance, d'objectif un petit peu inatteignable. Toute cette notion vraiment de voyage qui va avoir un objectif bien précis, bien concret. Ça peut être soit l'objectif ultime de combattre le mal avec un grand thème, ou alors d'accomplir un rêve, ou alors de réaliser un vœu, avoir les 8 Dragon Ball dans Dragon Ball, jeter l'anneau dans le volcan pour le Seigneur des Anneaux. Et il y a toujours cette notion de point de non-retour au début de l'aventure, de rite de passage un petit peu, où on passe de l'anonymat à plus, et on ne peut pas revenir en arrière. Pour Campbell, et ce qui est assez vrai, ça va souvent s'accompagner de la figure du mentor, d'un personnage sage, plus âgé, qui va accompagner le héros tout au long de son évolution. Et d'ailleurs, je vous parlais juste avant de l'Odyssée comme modèle de la quête initiatique et comme base, vraiment référence de cette théorie de la quête initiatique, et le mot mentor vient de cette œuvre, car Ulysse, avant de partir pour Troie, va confier Télémaque, son fils, à un homme qu'il appelle mentor, qui jouera le rôle de conseiller, d'accompagnant. Donc voilà d'où vient ce mot mentor, donc tout se recoupe. Et ça fait donc partie intégrante de la quête initiatique, même si encore une fois c'est un petit peu pour moi une trope accessoire. Pour moi, pendant ce voyage qu'est la quête initiatique, il doit se passer des embûches, des péripéties avec des découvertes de nouvelles personnes, des camarades qui vont se joindre à l'aventure, et cette allégorie même est One Piece, où on a évidemment un voyage vers un objectif avec beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans l'équipage de Luffy et qui rendent finalement l'histoire très intéressante de par leur présence. La fin du récit se retrouve marquée par l'atteinte de l'objectif de la quête et une victoire décisive qui fait encore plus grandir ce personnage. Maintenant qu'on en a défini un petit peu les principes, vous avez peut-être reconnu un film que je pense que vous avez tous vu, ou presque, et si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vivement à le visionner, car George Lucas, pour le premier Star Wars qu'il a sorti, donc le 4e, s'est intégralement inspiré de ce monomythe et de cet archétype, et il suit vraiment chaque phase de façon presque scolaire, et c'est pour ça que c'est une des références pour l'étude du monomythe dans toutes les écoles de cinéma et de scénario. Maintenant qu'on en a vu les bases et la théorie, qu'est-ce que moi je pense de cette trope et de cette quête initiatique ? Parce qu'on est aussi là pour discuter. Je pense pas que cette trope soit quelque chose qui fasse vraiment débat, je pense pas que quiconque déteste cette trope non plus. Après c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu, ça fait partie des références du genre, notamment quand on lit beaucoup de fantasy, ça fait partie de la base, et c'est ce qui a aussi lancé la fantasy. Dans l'imaginaire collectif, c'est aussi très associé à ce genre. Je pense que peu importe qui, quand vous lui demandez qu'est-ce que pour toi la fantasy, si quelqu'un ne connaît pas du tout le genre, il va vous répondre c'est des chevaliers qui vont aller tuer un dragon. Donc on a toute cette notion de voyage vers un objectif. Ça fait partie quand même des références du genre. Ce n'est vraiment pas ma façon d'écrire préférée. Je trouve que c'est devenu une facilité scénaristique, une faiblesse d'écriture. Ça peut être très souvent mal fait, ou en tout cas fait de façon assez bateau et assez classico-classique, souvent trop prévisible. C'est assez rare que ce soit bien retourné et bien renouvelé, c'est assez difficile quand même comme style à renouveler. Et j'ai un problème fondamental avec ce genre d'histoire, de par le principe même du voyage initiatique qui fait que les personnages sont très passifs. C'est vraiment quelque chose que je déteste et je vous explique un petit peu plus, c'est-à-dire que tout le texte, tout le livre, les 3 tomes pour des trilogies qui est quand même le schéma narratif le plus classique, tous les tomes finissent avec cet objectif final. Donc tout le voyage doit prendre l'ensemble de l'histoire. L'objectif et l'action principale des personnages va être d'atteindre cet objectif. Point. Et sur leur chemin, on a des embûches, on a des antagonistes, mais qui vont arriver comme ça, qui vont leur tomber dessus. Et donc le personnage devient seulement réacteur. Il n'est pas acteur de ce qui se passe et il devient complètement passif. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et le personnage réagit. Donc le personnage n'est pas acteur des péripéties, n'est pas acteur des retournements de situation. Et je trouve ça un peu dommage parce que finalement, on perd beaucoup de la caractérisation des personnages, on perd beaucoup de leur intérêt. Pareil, c'est un peu une facilité scénaristique de dire bon bah là il y a tel truc qui va lui tomber dessus et là il y a tel truc qui va lui tomber dessus. Enfin,
Ça peut être infini ce genre de choses, on peut faire 200 tomes d'un livre avec que des péripéties quoi. Je pense que ce ne serait pas très intéressant, mais c'est possible, on peut le faire. Et donc c'est quelque chose qui me gêne beaucoup, et par exemple c'est un des trucs qui me gêne le plus je pense dans la saga Percy Jackson, que j'aime de tout mon cœur honnêtement, malgré ça. Donc Percy Jackson, évidemment que c'est le schéma absolu de la quête initiatique, parce que on a une prophétie qui est donnée par l'oracle et donc une quête que Percy et ses amis doivent aller accomplir, et ils se retrouvent, de par les circonstances, de par les endroits où ils arrivent, à devoir affronter Méduse, à devoir faire d'autres choses. Et encore une fois, ils sont uniquement réacteurs, et c'est un des rares, très rares points positifs du film, je trouve, où en fait chaque événement, chaque péripétie est une étape où ils doivent récupérer une bille pour sortir des enfers, enfin bref, ils doivent aller dans chaque point d'étape, et donc en fait chaque événement qu'ils rencontrent est une décision, est une volonté d'eux-mêmes, il faut qu'on aille là, et donc c'est une décision. C'est volontaire, ce n'est pas passif. Je pense que dans aucune autre vidéo, je ne parlerai d'un point positif du film Percy Jackson. Ne regardez pas ce film, il est atroce et ne respecte pas du tout les livres. Donc si vous voulez vous faire du bien, lisez plutôt les livres. Mais je digresse. Malgré tout ça, comme je l'ai dit juste avant, c'est un schéma qui a véritablement lancé la fantasy, notamment au XXe siècle. Je veux évidemment parler du Seigneur des Anneaux, de La Roue du Temps de Robert Jordan. Tous les livres très connus qui ont lancé la fantasy, la science-fiction ont ce schéma narratif, donc on ne peut pas nier son intérêt et son importance au cours de l'histoire. Mais c'est vrai que ces derniers temps, au fil des années, il a perdu un petit peu ses lettres de noblesse, il est beaucoup moins utilisé. Je trouve que les fantaisies, et notamment les fantaisies adultes, à l'heure actuelle, ne suivent pas du tout ce schéma. On perd vraiment ce côté fantasy épique avec des héros prêts à tout pour défaire le mal et sauver l'univers. On perd vraiment de ça et on est plus sur des intrigues politiques beaucoup plus nuancées, avec des personnages beaucoup plus gris et beaucoup plus intéressants. Ce que moi, personnellement, je préfère. Mais voilà, c'est une simple constatation. À l'heure actuelle, en 2022, ça fait quand même quelques années qu'on a beaucoup perdu cette trope, ou alors qu'elle est présente mais qu'elle n'est vraiment pas le centre de l'histoire et qu'elle va s'immiscer un petit peu au fil des tomes dans certains moments de l'histoire, pour une aide en fait narrative et pas une facilité scénaristique en soi. Peut-être qu'il y a une petite lassitude du XXIe siècle face à cette trope et à cet arc narratif, mais elle reste quand même assez présente dans les livres jeunesse notamment, avec toujours ce mimétisme autour du conte qui a depuis toujours suivi plutôt ce schéma narratif. Situation initiale, élément déclencheur, péripéties et dénouement, voilà, c'est l'archétype même du conte et donc du livre jeunesse. Aussi parce que c'est plus facile de faire grandir les lecteurs en même temps que les protagonistes, et donc le récit initiatique permet aussi de faire grandir les lecteurs, ce qui n'est jamais mal quand c'est bien fait. Mais en revanche, récemment, il y a un média qui s'est vraiment concentré sur cet archétype et sur cette trope. Il s'agit du manga et notamment des shonen, avec l'apparition d'un sous-genre de shonen qui est le nekketsu, qui a été développé et pratiquement créé par le mangaka Tezuka, qui est un des pères un petit peu du manga actuel et l'ancien rédacteur en chef du Weekly Shonen Jump. Il a vraiment lancé ce concept de quête initiatique dans son texte La Nouvelle Île au Trésor, et c'est vraiment une des références du genre, et c'est vraiment lui qui a lancé le genre shonen qui se base quasiment à 100%, au moins en partie, sur cette trope de la quête initiatique. On peut évidemment parler de Dragon Ball, donc comme je l'ai dit avant, où il faut aller récupérer les 8 balles de cristal. One Piece, pareil, j'en ai déjà parlé, et même plus récemment avec Demon Slayer, Jujutsu Kaisen. Énormément de mangas et notamment de shonen sont basés là-dessus, et pour le coup ça ne perd pas ses lettres de noblesse et c'est toujours très présent. Donc c'est assez intéressant de voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu au niveau des romans, où on a perdu totalement ou presque cet archétype, qui va par la suite dans les mangas, et un autre média où on a évidemment cette notion de quête initiatique, c'est bien évidemment le jeu vidéo, parce que qu'est-ce qui est plus facile que de faire une quête aux joueurs pour qu'ils passent d'un point A à un point B? C'est quand même extrêmement facile, extrêmement accessible, et ça donne des narrations compréhensibles par tous les joueurs, donc c'est quand même quelque chose qui est très utilisé. Et maintenant que j'ai blablaté pendant des heures sur ce sujet qui ne méritait probablement pas autant d'attention, je vais vous donner quelques exemples
En commençant par les archi-classiques que vous connaissez sûrement, mais je ne peux pas ne pas en parler dans cette vidéo. Il s'agit évidemment du Seigneur des Anneaux et du Hobbit par J.R.R. Tolkien, mais aussi La Roue du Temps par Robert Jordan, ou dans les jeunesses Le Magicien d'Oz de Lyman Frank Baum. C'est également le cas, si on y réfléchit bien, des Chroniques de Narnia, en tout cas du tome 1 de C.S. Lewis, mais aussi d'une énorme partie des romans de Jules Verne, et pour n'en citer que quelques-uns, Le Tour du Monde en 80 jours et 20 milieux sous les mers. Dans les plus récents, mais qui restent quand même pour moi des classiques, on a À la croisée des mondes de Philip Pullman et Percy Jackson, comme j'en ai parlé, de Rick Riordan. Et globalement, tous les livres de Rick Riordan, vu qu'ils se basent sur des prophéties, sont dans l'essence même des quêtes initiatiques. Maintenant, des livres un petit peu moins classiques, qu'on a un peu moins vus partout, mais que moi personnellement j'ai beaucoup aimé et qui ont cette troupe de quêtes initiatiques. Finalement, il n'y en avait pas tant que ça, j'ai pas réussi à faire un vrai top. Parce que, comme je l'ai dit avant, vu que la fantasy adulte s'en inspire beaucoup moins, j'en ai finalement pas lu tant que ça. Et donc je peux notamment citer Ready Player One de Ernest Cline, Graceling de Christine Cashore, et The Fifth Season, le tome 1 des Chroniques de la Terre Fracturée de N.K. Jemisin. Et petite option pour une série de comics jeunesse avec Amulette de Kazuki Buishi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez appris des choses. C'est vrai que cette troupe n'est pas quelque chose à discuter vraiment, c'est pas une troupe qui divise, c'est quelque chose qu'on a vu, je pense qu'on est assez unanime sur le fait que c'est une aide narrative, que c'est une facilité scénaristique, mais c'est pas quelque chose de très clivant. Je pense pas avoir déjà rencontré quelqu'un qui me dise que dès qu'il y a une quête initiatique, il refuse absolument, ou que la quête initiatique, c'est la chose qui va lui faire lire un roman. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui est très clivant, mais c'est très utilisé, et je trouvais l'histoire de la troupe assez intéressante. À l'avenir, dans cette série de vidéos sur les tropes, j'aimerais bien faire des choses un petit peu plus discutées, sur des tropes où chacun ira de son avis et où je pourrais partager un petit peu l'avis de chacun. Et donc je vous demanderai régulièrement ce que vous pensez de certaines tropes, et donc n'hésitez pas à me répondre, comme ça on pourra réfléchir aux points positifs et négatifs de chacun de ces schémas narratifs, ce que je trouve toujours très intéressant et qui change un petit peu. Maintenant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et je vous dis à la prochaine.